Eh bien, bonne année pour commencer, bonne année, meilleurs vœux, que cette année soit vraiment super pour vous et que vous puissiez réaliser la plupart de vos désirs dans le respect de tout ce qui est possible. Donc on recommence l'année tranquillement parce que jour de l'an, tout ça, tout ça. Et puis bah voilà, prends-toi un café, un thé, ce que tu veux. On va prendre un petit moment pour discuter de pourquoi est-ce que je suis psychotique et toi aussi. Quand j'étais au collège, il y avait eu 2 ans où clairement, en fait, je ne faisais que faire attention aux gens qui me regardaient. Enfin, je faisais pas que ça, mais en tout cas, j'étais très très attentif aux regards et aux discussions parce que j'avais vraiment le sentiment que on me regardait et qu'on me parlait derrière mon dos et que voilà quoi, j'étais vraiment sûr et certain que les regards étaient malveillants sur moi et que il y avait des discours aussi qui étaient négatifs et pour lesquels il fallait que je me méfie. Rien à voir, mais parfois quand je suis en soirée et qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de bruit, des enfants, des adultes, des gens, enfin voilà, de la musique et tout, et ben en fait c'est comme si je perdais presque mon intégrité psychique. Comme si j'étais complètement dilué dans le truc et que en fait ben, mon enveloppe psychique était poreuse. Parfois il peut aussi m'arriver euh, que je vois des choses qui n'existent pas. C'est-à-dire que souvent, enfin non parfois, je peux avoir, alors ça commence par un petit point, et je sais que quand ce petit point qui fait comme en fait Canal+, quand c'est encrypté, ce petit point il va partir comme un V sur le côté, pas un V droit, un V sur le côté, et que ce V sur le côté, une fois qu'il est bien en place et bien grand, en fait ça grandit et ça prend presque tout mon champ visuel. Et donc, enfin voilà, j'hallucine quelque chose comme ça qui n'existe pas, et c'est comme si toute ma vision était cryptée comme Canal+. Il y a autre chose aussi qui est particulier chez moi, c'est que j'ai un rapport au corps et surtout à la douleur qui est un peu bizarre. C'est-à-dire que quand je me fais mal, je sais pertinemment que je me suis fait mal parce que bah, soit je saigne, soit j'ai un énorme bleu, soit j'ai bah, par exemple une rupture du ligament au niveau du scaphoïde. Eh bien ça ne m'arrête pas. Je continue à faire ce que j'étais en train de faire comme si de rien n'était. C'est-à-dire que bah, même avec ce ligament en moins, bah, je continue à faire de l'aïkido, je continue à faire du roller, je continue à faire de la guitare, alors que ça me crée de la douleur. Je peux avoir des côtes cassées et quand même continuer à faire du roller. Bah, ce rapport au corps, c'est quand même très bizarre. Ça m'est déjà arrivé d'être allongé sur mon lit à plat ventre et en fait, au niveau de la ceinture, de véritablement avoir le sentiment que mon corps, le haut de mon corps s'enfonçait dans le lit, mais sans discontinuer. C'est-à-dire pendant des minutes et des minutes et des minutes et des minutes, mon corps, c'est comme si le haut de mon corps s'enfonçait. Mes jambes restaient sur le lit, aucun problème, mais le haut de mon corps continuait de s'enfoncer perpétuellement. Et ça, bah, c'est quand même un gros délire, hein. Donc en gros, je suis psychotique. Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas fait des études de psychologie, vous ne vous rendez peut-être pas compte que quand on fait ces études-là, eh bien, on a des cours de psychopathologie où donc on apprend toute la psychopathologie. On est censé apprendre toute la psychopathologie. On va apprendre les maladies mentales, puisque c'est ça que ça veut dire, psychopathologie, les maladies mentales, et il y a mon pote le chien qui est là en 2024 aussi. Quand on est en L1, L2, L3, on fait beaucoup de psychopathologie. C'est après en Master 1, en Master 2 qu'on va aller plus loin et qu'on va dépasser un petit peu ces signes cliniques qui vont signer, par le bouquet de signes cliniques, qui vont signer une psychopathologie. Mais ce qui est intéressant, c'est que, eh bien, quand on discute un peu avec les gens autour de nous dans l'amphi, eh bien, c'est que tout le monde se rend compte que ah, mais moi j'ai ça, mais moi j'ai ça, ah mais moi j'ai ça. Et c'est vraiment comme ça pour tout. Que l'on étudie une pathologie psychotique, est à limite, perverse ou névrotique, eh bien on va toujours finir par se dire que
putain, mais c'est pas possible, ce truc-là, ça m'arrive. Et si vous n'avez pas fait d'études de psychologie, en fait, c'est exactement la même chose quand vous voyez une de mes vidéos, par exemple, ou la vidéo d'un confrère ou d'une consoeur, qui vous explique une psychopathologie, et bien, en fait, il y a tout un tas de choses que vous vous rendez compte que vous vivez vous-même. Et c'est aussi ce que j'appelle un petit peu le côté Doctissimo. Alors, les plus jeunes d'entre vous, je ne sais pas s'ils connaissent Doctissimo, mais c'était un site, enfin c'est un site parce que je pense que ça n'a pas disparu, hein. Rien ne disparaît sur Internet, mais c'est un site où, quoi qu'il arrive, tout ce que vous avez, tous vos symptômes, à la fin, vous finissez toujours par avoir un cancer si vous lisez tout ce qu'on vous propose sur ce site. Et de façon générale, c'est ce qu'il y a sur Internet. C'est à chaque fois que vous parlez de vos symptômes, c'est toujours la pire catastrophe qu'il y a au bout. Et ça, ben, vous le savez très bien, je pense, c'est un effet qui est très connu, ça s'appelle l'effet Barnum. C'est le fait que, à partir du moment où quelque chose est assez général, assez peu distinctif, eh bien, tout le monde va pouvoir se reconnaître dedans et savoir que ça parle à soi à certains moments de sa vie. Ça parle de soi, pardon, à certains moments de sa vie. Et donc cet effet Barnum, c'est un vrai problème parce que à partir du moment où on n'a pas, eh bien, le bagage théorique et le bagage clinique et le bagage d'expérience de terrain, donc vraiment l'expérience clinique, eh bien en fait on peut avoir le sentiment qu'à chaque fois on va poser, et vous savez c'est pas la première fois que j'en parle sur la chaîne, mais en tout cas on va vite avoir ce sentiment qu'on peut poser un autodiagnostic ou qu'on peut diagnostiquer et proposer un diagnostic sauvage à quelqu'un qu'on côtoie, et le plus souvent à quelqu'un qu'on n'aime pas. Mais comme je l'ai dit dans l'introduction de cette petite vidéo, c'est que en fait, eh bien, il y a tout un tas de choses dans notre vie, à un moment donné, qui vont nous faire penser à différents endroits du continuum psychopathologique. C'est vraiment hyper important de voir le continuum psychopathologique comme un continuum. J'aurais pas dû formuler ma phrase comme ça, mais les psychopathologies, il faut voir ça comme un continuum. Je dirais qu'il y a la psychose, les états limites, les perversions et la névrose. Et je sais pas si états limites et perversions, il faut les mettre plus d'un côté ou de l'autre, j'en sais rien. Chers confrères, vous avez la barre des commentaires pour me dire si vous pensez plutôt que la perversion est du côté de la psychose ou de la névrose, ou si l'état limite est plus du côté de la névrose ou de la psychose. Mais c'est très important de garder ça dans un coin de la tête. C'est-à-dire que tout au long de notre vie, on va être plutôt névrotique, hein, à partir du moment où on a eu sa maturation psychique et que notre structure s'est mise en place, on va dire, à l'âge adulte. Ça va être difficile de passer de névrose à psychose ou de psychose à névrose. Mais par contre, on va pouvoir un petit peu naviguer sur ce truc-là en partant du principe que les extrêmes vont être plus pathologiques, plus problématiques, plus douloureuses. Il y aura plus de souffrance aux extrêmes. Et pareil pour les états limites et la perversion, dans la difficulté à vivre avec, ou alors la difficulté à ce que les autres vivent proches de cette personne. Et il y a une autre chose, c'est que sur ce continuum, moi je le mettrais aussi avec de la verticalité. Il y a une horizontalité, mais il y a aussi une verticalité, et sur laquelle je mettrais l'intensité des symptômes. L'intensité de l'expression d'une structure, d'une pathologie, d'une personnalité. Et vous allez voir que cette histoire de verticalité, en fait, c'est ce qui donne tout son sens. C'est-à-dire que sur le plan horizontal, on peut étudier la psychopathologie ou aller sur n'importe quel site internet et se dire « mais je suis psychotique, c'est pas possible » ou « oh là là, en fait, je suis un pervers, oh là là, je suis un sociopathe ». Et c'est pour ça que dans cette vidéo, je veux intégrer cette notion de verticalité avec l'intensité avec laquelle ça va pouvoir se produire. L'horizontalité, ça va être le qualitatif, et que sur la verticalité, ce serait le quantitatif d'un symptôme ou des manifestations psychiques. Et c'est ce qui m'amène à un point hyper important que je répète très souvent sur la chaîne,
c'est la capacité et même la compétence d'un professionnel de faire un diagnostic différentiel. Pour faire ce diagnostic différentiel, eh bien, on va utiliser cette notion d'intensité des symptômes, leur quantité, et on va aussi regarder leur qualité, bien évidemment, et voir à quel moment est-ce que en fait on atteint certains seuils qui font que ça devient soit pathologique, soit une souffrance, soit problématique, soit que ça va avoir des conséquences sur la vie du patient et ou de son entourage. Mais sans ça, sans cette notion-là, eh bien en fait, vous pouvez vous balader sur ce continuum tant que vous voulez, mais en fait ça va gêner personne, ni vous, ni nous. Le petit chat. Le diagnostic différentiel va donc se faire par rapport à ce continuum dont je viens de parler, en intensité et en quantité et en qualité, mais ça peut être aussi quelque chose, et c'est pour ça que ça demande d'avoir un certain nombre de compétences, de l'expérience, aussi une finesse clinique, je dirais, parce que parfois, le diagnostic différentiel va se faire sur le plan psychologique, mais parfois sur le plan neurologique, physique, physiologique ou hormonal, on va dire ça comme ça, ce qui est plus du champ vraiment médical là pour le coup. Mais le psychologue est obligé d'avoir un certain nombre de connaissances sur ces domaines-là pour pouvoir poser ce diagnostic différentiel, pour pouvoir ne pas se tromper. Donc maintenant, je vais vous proposer de faire le diagnostic différentiel de tout ce que j'ai dit au début de la vidéo et de pourquoi est-ce que finalement, peut-être qu'il se pourrait que je sois pas tout à fait psychotique. Donc ma paranoïa au collège. Alors il faut savoir que, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis un ancien obèse, et quand j'étais en 6e et en 5e, j'étais dans un collège qui craignait un peu, et du coup, quand on est un petit gros, et qu'on est avec des gars qui sont un petit peu violents, et on en prend un peu plein la gueule. Et dont une année sur les deux où je me faisais tabasser, mais genre très très régulièrement. Et durant cette année-là surtout, durant la première année c'était une petite mise en bouche, et la deuxième année par contre dans ce collège-là, ça a été vraiment très très compliqué. Il fallait que je fasse attention à tout ce que je disais, il fallait que je fasse attention à un gars qui était plus gros que moi, mais vraiment, et qui, c'est lui qui me tabassait, mais vraiment tout le temps. D'ailleurs, j'ai encore un tatouage de ce connard, qui, alors ça se verra pas à la vidéo, hein, parce que c'est juste qu'il m'a planté son stylo plume dans le bras, mais j'ai toujours la marque. Et donc après, j'ai changé de collège, et quand j'ai changé de collège, en fait, je continuais à avoir ce fonctionnement, qui est un apprentissage, un apprentissage de survie en fait, que je faisais attention à comment les gens me regardaient, je faisais attention à ce que les gens disaient, j'avais toujours un peu l'impression qu'ils parlaient de moi, puisque j'avais vraiment vu ça pendant l'année précédente, et donc en fait, c'est pas de la paranoïa de ma part, c'est plus un apprentissage qui s'est passé, et que du coup, pour moi, c'était une question de survie. J'en avais un peu marre de me faire tabasser au moins une fois par semaine, donc du coup, j'avais appris que je devais me méfier du regard des autres. Et après, progressivement, en fait, cette crainte et cette méfiance du regard de l'autre et des petites messes basses qu'on se dit quand on est en classe, je n'ai plus à y faire attention. Après, je vous ai parlé de comment est-ce que quand j'étais en soirée, j'avais le sentiment que mon enveloppe psychique était poreuse et que je ne savais pas comment faire, et que ce vécu était un vécu vraiment douloureux pour moi, vraiment. Hein. En fait, si on le prend comme ça peut être aussi un symptôme psychotique. Sauf que, en fait, il faut le mettre en perspective avec mon TDAH. Et mon TDAH est suffisamment fort, d'après ce que j'ai vu avec la neuropsychologue, puisque en fait j'ai un défaut d'inhibition qui est assez carabiné. Et donc en fait mon défaut d'inhibition, c'est-à-dire ma capacité en fait à sélectionner certains stimuli et pas d'autres, ça m'est très coûteux en termes d'énergie. Et donc si je vais dans une soirée où il y a vraiment beaucoup de bruit, beaucoup de stimulation et tout, et que moi je suis personnellement fatigué et épuisé de ma semaine, ça va être trop compliqué. Et donc c'est pas un signe psychotique, c'est juste mon défaut d'inhibition
qui, quand je suis trop fatigué, me met trop en difficulté. Et c'est pour ça que j'ai pris l'habitude, quand je vais en soirée et que je suis vraiment fatigué, en fait, je mets des boules qui et ça me permet de passer une bien meilleure soirée, parce que j'arrive beaucoup mieux à distinguer ce qu'on me dit de ce qui est de la conversation d'à côté, ou de la musique, ou des enfants qui crient et qui... voilà. Donc, là encore, pas de psychose. Après, je parlais des visions, de mes hallucinations visuelles, qui sont un petit point comme ça, qui grandit et qui sont comme le cryptage de Canal+. Eh bien ça, c'est complètement neurophysio, ce que vous voulez. C'est que je fais des migraines avec aura. Quand je suis trop épuisé, quand je suis trop soumis à des stress, donc ça m'arrivait énormément quand j'étais au lycée et à la fac, parce que le stress des examens et tout, et puis la fatigue, et patati et patata, et bien en fait, moi quand je fais des migraines avec aura, j'ai d'abord la vue qui va se brouiller, et une fois, ça va durer, cette étape d'hallucination visuelle, ça dure 20 minutes, et pendant ces 20 minutes là, il faut que vite j'aille me trouver un endroit pour dormir et pour me mettre dans le noir total, parce que une fois que la vue revient, et là par contre c'est vraiment dans le cerveau, là ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, et ça ne part pas si je ne dors pas des fois 12 à 24 heures. Donc rien à voir avec des hallucinations telles qu'un psychotique, un schizophrène ou je ne sais qui pourrait avoir. Mon rapport à la douleur et au corps, ça c'est un petit peu plus cliché, en fait je voulais mettre ce truc là parce que dans la psychose il y a la difficulté avec le rapport au corps, hein, bien évidemment. Là aussi c'est un apprentissage, quand on fait des sports où on risque de se blesser, en fait c'est pas compliqué, c'est la condition sine qua non. Si à chaque fois qu'on se blesse, on arrête, en fait c'est impossible de progresser. Et tous les gars qui font du roller, qui font du skate, qui font du surf, qui font du... peu importe, et bien en fait, vous pouvez être sûr qu'ils sont obligés de dépasser ce truc de la douleur que le commun des mortels, on va dire, quand ils se font mal, ils vont rester allongés, ou ils vont faire attention ou quoi que ce soit. Eh bien, moi, c'est pas un rapport au corps psychotique, c'est juste un rapport au corps de sportif, c'est-à-dire que je dois dépasser la douleur, je dois dépasser la contrainte pour pouvoir continuer à progresser, me dépasser moi-même, gagner en niveau, gagner en technique, gagner en fluidité, gagner en confiance en moi. Donc là encore, rien à voir avec la psychose. Et pour le dernier signe clinique que je parlais, dont j'ai parlé dans l'intro, c'est-à-dire le fait d'avoir le délire de rentrer dans mon lit comme ça et tout, et que ça ne s'arrête pas, que ça ne s'arrête pas, que ça ne s'arrête pas. Je sais pas si certains d'entre vous auront trouvé, mais en fait, une des choses qui permet de faire un diagnostic différentiel avec la psychose, c'est la prise de toxiques. Et donc du coup, si un médecin ou un psy ne m'avait pas demandé qu'est-ce qui s'était passé avant, on pourrait tout à fait penser que j'étais complètement dans un délire psychotique, sauf que presque pas, c'est juste une histoire de space cake. Un space cake beaucoup trop dosé, qui du coup m'a fait vivre ce truc absolument horrible et terrifiant, et ce qui fait que ça participe de toutes les petites choses qui font que aujourd'hui plus de space cake, plus de rien de tout ça, parce que ça me rend complètement trop parano et pas bien du tout. Donc voilà, vous voyez que en fait, si on peut rentrer dans un effet Barnum, on peut le faire pour tout et n'importe quoi. Dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple de la psychose. J'ai ciblé des choses dans ma vie qui pouvaient montrer que j'étais vraiment un gros psychotique. Mais je peux faire exactement la même chose, si vous voulez, pour vous prouver que je peux être un sociopathe, que je peux être un psychopathe, que je peux être un pervers narcissique, que je peux être un gros hystérique. Je peux réussir à faire ça avec tout ce que vous voulez. Ça me fait penser aux travaux de Abibon, je me rappelle plus son prénom, mince, qui est décédé il y a peu de temps.
je vais mettre son nom et je l'avais interviewé, donc si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo qui est là. Habibon, en fait, ce qu'il disait tout le temps, c'est que, en fait, nous avons tous ça en nous. Et c'est exactement ça. Ça vient vraiment dans la conclusion que je voulais donner à cette vidéo, au fait que, oui, nous avons tous des parts de névrose, de psychose, d'état limite, donc de borderline, pour ceux qui n'avaient pas encore compris, de perversion ou quoi que ce soit. Mais c'est comment est-ce que ça va se déployer sur le continuum dont je parlais tout à l'heure, et comment est-ce que ça va se déployer en termes de quantité et de qualité, en termes qualitatifs et quantitatifs, et en termes d'intensité. Comment est-ce que ça va nous faire souffrir? Comment est-ce que ça va poser problème à la société? Comment est-ce que ça va rentrer en résonance, plutôt positive ou négative, avec notre environnement, nos proches et les gens avec qui on vit? Comment est-ce que ça va empêcher ou pas de travailler, d'aimer, de vivre, en gros. Ils sont magnifiques. Et donc, en fait, c'est ça vraiment le but de la vidéo, c'est comprenez que vous pouvez vraiment continuer à regarder des vidéos que je fais ou que font les collègues, et à chaque fois vous dire ah, ça me correspond, parce que j'ai remarqué depuis quelques temps, et surtout depuis que je fais encore plus de téléconsultations qu'avant, il y a beaucoup de personnes qui me consultent depuis ma chaîne YouTube, qui voient une vidéo et qui se disent ah, il a tout compris à ce que j'ai, il connaît très très bien ma personne, c'est exactement de moi dont il parle, et donc du coup qui me consulte pour ça. Et alors, merci, hein, c'est très gentil, ça veut dire que vous portez du crédit à ce que je fais, mais attention, parfois c'est pas tout à fait ça. Et c'est difficile aussi pour certaines personnes, quand elles sont persuadées qu'elles rentrent dans tel critère diagnostique, de leur montrer que c'est pas que ça. En fait, c'est pas parce qu'on relève d'une névrose obsessionnelle qu'on ne va pas avoir des traits un petit peu hystériques, qu'on va pas avoir des moments un petit peu pervers, qu'on va pas avoir des traits borderline, qu'on va pas... Mais c'est comment est-ce qu'on va se débrouiller avec ce Fleury. Richard Habibon, voilà, ça y est, ça m'est revenu. Donc Richard Habibon, ce qu'il dit, c'est que nous avons tout ça. Et que nous l'avons d'autant plus qu'on peut l'expérimenter, que ce soit la paranoïa, que ce soit la schizophrénie, que ce soit tout, mais vraiment, on peut tout expérimenter dans notre vie, dans nos rêves. Et sous prise de toxiques aussi, on peut expérimenter ces choses-là. Mais c'est comment est-ce que ça va se déployer dans notre vie réelle qui est vraiment importante. Donc voilà, ne vous faites pas avoir, il est important de savoir faire un diagnostic différentiel, parce que sinon on peut très vite tomber dans des effets Barnum, et là je ne parle que de psychologie, parce que en tant que psychologue je ne vais pas vous parler d'autre chose, mais si vous ouvrez un site internet ou alors n'importe quoi et que vous commencez à faire la même chose avec de la médecine, eh bien ça va être très 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 compliqué. Donc n'oubliez pas qu'un professionnel qui a été formé et qui a de l'expérience, qui a fait des stages, qui a même je veux dire, un jeune diplômé, hein, il a quand même fait 5 ans d'études, il a fait 2 à 3 ans de stage, il a suivi normalement, si c'est quelqu'un de bien, je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai, si c'est quelqu'un de bien, il a suivi une psychothérapie ou une psychanalyse, c'est quelqu'un qui a un bagage pour pouvoir faire ce diagnostic différentiel. Poser un diagnostic, tout le monde peut le faire. Cocher des cases, tout le monde peut le faire. Poser un diagnostic différentiel et donc affiner un vrai diagnostic, c'est une autre paire de manches. Ça demande des compétences cliniques et de l'expérience. Et donc voilà. J'insiste sur ce point, cette vidéo est un petit peu une redite de beaucoup d'autres. D'ailleurs, vous pouvez voir ma vidéo « Pourquoi mon psy ne me croit pas ?», qui parle très spécifiquement du diagnostic différentiel. Mais voilà, là c'était aussi l'occasion de mettre ça en perspective avec l'effet Barnum, et je voulais vous parler de ce continuum avec cette dimension supérieure qui parle de l'intensité, de la quantité et de la qualité des symptômes.
Ce nouveau numéro de Va te faire suivre est maintenant terminé. Si tu as appris quelque chose, je te laisse mettre un pouce, t'abonner, activer la cloche, laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé, et qu'est-ce que tu aurais aimé que j'aborde, ou qu'est-ce que tu aimerais que j'aborde une prochaine fois. Le fait de mettre ce pouce et ce commentaire et de partager la vidéo surtout, c'est un petit geste pour toi, mais pour moi c'est une grande aide face à l'algorithme à la con de YouTube. Si la psychologie et l'intérieur des psychothérapies t'intéressent, eh bien tu peux toujours te procurer mon livre Sur le divan de mes patients. C'est mon premier livre dont je suis très fier et qui explique vraiment comment est-ce que sur une simple petite phrase, eh bien on voit comment est-ce que le patient est en train de, ça y est, il est en train de sortir de sa difficulté. Et ça y est, je viens enfin de recevoir La psychologie des méchants, comme tu peux le voir, le Joker, Hannibal Lecter, Dark Vador, Thanos, Voldemort en thérapie, qui vient de sortir, qui va sortir mercredi 17 janvier aux éditions de l'Opportun. Tu peux d'ores et déjà le précommander sur les liens que je t'ai mis en description, et puis sinon tu peux le précommander auprès de ton libraire favori, tu peux te le procurer, c'est de la bonne. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, prends bien soin de toi, et d'ici là n'oublie pas que... Tu découvriras que beaucoup de vérités auxquelles nous tenons dépendent avant tout de notre propre point de vue.